effectivement, donc c'est aujourd'hui, il faut bien voir que c'est une journée d'initiation. Parce que, normalement, pour tout ce qui est le droit pénal et la procédure pénale, ça part de la constatation d'une infraction pour la procédure pénale, et je dirais que ça se termine, à mon avis, non pas quand il y a une décision de justice définitive, mais ça continue après, avec toutes les problématiques d'application des peines, qui sont, à mon sens, importantes à savoir, même pour nous, étudiants en criminologie, puisque je suis étudiant avec vous, en psychocriminologie. C'est important de savoir quelles sont les règles d'application des peines, parce que, certes, le jugement est rendu, certes, il y a une condamnation, mais pour autant, l'affaire ne s'arrête pas là. Donc aujourd'hui, je dirais que je vais prendre mon temps pour pour cette initiation au droit pénal, aux infractions, au texte applicable, pour tout ce qui concerne l'infraction, les éléments de l'infraction, et éventuellement, si on voit qu'on a un petit peu de temps, démarrer, dirons-nous, pas un cas pratique concret, puisque on va faire le plus simple, simplement une instruction criminelle. Alors, cette instruction criminelle se termine, pour aujourd'hui, si on y arrive, se termine avec la fin de l'instruction, c'est-à-dire le renvoi du mis en cause devant la juridiction. Bon, à mon avis, aborder la juridiction, l'audience de juridiction, ça faisait trop en un seul coup. Donc, ce que je propose, c'est que sur chaque point, bon, j'expose et on discute, si vous êtes d'accord. Très bien. Donc, de temps en temps, tous les X diapos, 5 ou 6, j'arrête et puis ensuite, soit il y a des questions, des observations. Surtout, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à dire quoi que ce soit d'erroné. Parce que justement, si vous ne disiez que des choses sensées sur la matière tout de suite, c'est que vous n'auriez pas besoin d'être ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Donc, à la limite, je dirais que vous êtes là, entre autres, et pour dire des choses qui ne sont pas fondées. C'est aussi ça l'apprentissage. Et donc, du coup, bon, je suis étudiant à vos côtés, et je suis avant tout étudiant, mais il ne faut surtout pas avoir peur de donner des observations et tout ça, on en discute tranquillement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour la suite? Voilà. Alors là, c'est quelque chose de relativement fastidieux, mais je dirais qu'il faut quand même en passer par là, parce que c'est les principes... On se calme, lui. C'est les principes fondamentaux qui régissent le droit pénal et qu'on peut... Bonjour Elodie. Et qu'on peut invoquer... c'est les principes fondamentaux qu'on peut invoquer même devant les juridictions répressives. Donc ce n'est pas quelque chose qui est un peu comme ça, dans un univers un peu éthéré, en l'air, tout ce qu'on voudra. C'est vraiment quelque chose de concret. Et bon, on peut commencer justement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je crois que c'est du 26 août 1789. Pourquoi? Parce qu'elle a valeur constitutionnelle. Elle a valeur constitutionnelle parce qu'elle est contenue dans le préambule de la Constitution de 1958, 4 octobre,
qui reprend les dispositions du préambule de la Constitution d'avant de 1946. Alors, cette valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait l'objet d'un débat. Un débat parce que sur le caractère constitutionnel du préambule. C'est bon jusque-là parce que c'est un peu compliqué. Hein. Et en fait, donc, elle contient notamment la liberté d'association. Et en fait, ce débat a eu lieu après mai 68. Pourquoi mai 68 ? Parce que il y avait eu des associations, des ligues dissoutes, suite au climat un peu chaud du contexte. Et dans ces ligues dissoutes, ils voulaient notamment reconstituer le Secours Rouge. Alors je crois qu'il y avait Serge Julie, il devait y avoir Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, enfin, etc., etc. Et donc à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, c'était sous Pompidou. Bon, ça, ne notez pas, c'est juste pour l'anecdote, hein, avait mis une loi selon laquelle les constitutions d'associations devaient faire l'objet d'un contrôle préalable. Ce qui va totalement à l'encontre de la liberté d'association qui est régie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc le président du Sénat, Alain Poher, a déféré cette loi devant le Conseil constitutionnel, qui a eu l'occasion de dire que le préambule, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avait valeur constitutionnelle. Et bon, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la liberté d'association qui soit dedans. Il y a également, voilà, vous avez la décision du Conseil constitutionnel, de toute façon, bon, je transmets le fichier, hein, il n'y a vraiment rien de secret. Voilà, pour ceux que ça intéresse, parce que là c'est du droit constitutionnel plus qu'autre chose. Alors, nous avons ensuite les traités. Alors le traité, c'est un texte international et pour qu'il ait valeur en France, pour qu'il soit applicable, il y a dans ces traités, il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Sinon, c'est des déclarations d'intention, mais rien de plus. Et c'est le cas notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, si mes souvenirs sont bons, du 7 décembre 1948 ou du 10 décembre. C'est un très beau texte, d'ailleurs un peu inspiré de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en tant que tel, je crois que c'est un juriste qui a parlé de lettre au Père Noël. Pourquoi ? Parce que elle n'a jamais été ratifiée par le Parlement. On ne peut pas l'invoquer. Bon, on peut y faire à l'occasion... alors, il m'est arrivé de sursauter devant certains livres de droit où ils y faisaient allusion. Bon. En gros, nous avons ce qui s'appelle le bloc de constitutionnalité. Nous avons la Constitution, nous avons les traités, nous avons ceci. Et donc, nous avons la Convention européenne des droits de l'homme. Alors elle est tout ce qui est plus ratifié, il n'y a pas de problème. Mais la Convention européenne des droits de l'homme a ceci de particulier, c'est qu'il y a une juridiction qui est chargée de veiller à son application. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est basée à Strasbourg. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette juridiction ? D'ailleurs, je crois que c'est la seule, si mes souvenirs sont bons. C'est que tout un chacun peut l'invoquer. Tout un chacun peut la saisir. Nous. Bon, à certaines conditions. Ça, bon, je le dis comme ça, c'est d'avoir notamment épuisé toutes les voies de recours internes. On ne peut pas la saisir directement pour n'importe quoi.
C'est-à-dire que par exemple, quand on a une décision de justice qui vous gêne, décision correctionnelle par exemple, et qu'on dit elle est contraire à certaines dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il faut faire appel, il faut aller en pourvoi en cassation, et après, on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sinon c'est une irrecevabilité, et je dirais même une irrecevabilité assez grossière. En 2010, j'avais discuté avec un juriste de la Cour qui m'avait expliqué que la France avait le bonnet d'âne des irrecevabilités avec, je crois, bonjour, 93%. C'est bon, on n'a pas encore abordé tout à fait le fond. Hein. C'est super. Tiens, tu vas te mettre par là, moi je vais me décaler un peu. Voilà, nous avons 93% d'irrecevabilité des recours, et notamment sur l'épuisement des voies de recours internes. Alors, il y a la question, est-ce que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont des lettres au Père Noël, comme ce que j'avais dit avant? Ben non. Par exemple, est-ce qu'on peut invoquer directement les arrêts de la Cour devant les juridictions nationales? Eh bien, il se trouve que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a répondu, c'est oui. C'est oui, c'est des arrêts, il y en a eu plusieurs. Hein. Alors l'Assemblée plénière, pardon, n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour dire qu'est-ce que c'est. L'Assemblée plénière, c'est la formation solennelle de la Cour. Hein. C'est disons le haut du panier de la Cour de cassation. Il y a des chambres civiles, il y a 3 chambres civiles, je crois, il y a une chambre criminelle, une chambre sociale. Mais l'Assemblée plénière, c'est vraiment quand il y a une question de principe qu'il faut trancher. Et à l'époque, c'était sur la question de la présence, de l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue. Il faut savoir qu'avant, et ça je l'ai connu, on ne voyait son client qu'une demi-heure au début de la garde à vue et de la prolongation. Point final. On n'assistait pas aux auditions, on n'assistait pas aux confrontations. La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà jugé que c'était contraire au principe de la Convention, au principe notamment du droit au procès équitable. On revient dessus, hein, sur l'article 6. Et donc le Conseil constitutionnel avait été saisi. Il avait déjà dit également que c'était un principe constitutionnel, mais il avait laissé du temps pour s'adapter. Et je me souviens d'ailleurs n'ayons pas peur des mots, du bordel que ça a mis, ces décisions, parce que d'un seul coup, ils ont dit, présence de l'avocat en garde à vue, obligatoire et applicable à toutes les procédures en cours. Donc on se retrouvait avec des gardes à vue qui avaient déjà été faites et qui étaient nulles. Et puis d'autre part, pour les barreaux, pour les ordres des avocats, il a fallu organiser des permanences, mais alors à toute vitesse, mais tout ça en 2 jours. Il y a eu des nuits blanches, là. Ça je m'en souviens. Dès que c'est sorti le 15 avril, les nuits du 16, les nuits du 17 et tout ça, les bâtonniers et tout, enfin tout le monde devait se mettre de façon à organiser les permanences. Maintenant ça fonctionne très bien. Il m'arrive d'être de permanence, alors en général c'est des permanences de 24 heures, il faut garder son téléphone à côté de soi. Juste une question. Oui, je voudrais. À partir du moment où cette loi est mise en application, ça concerne l'instance ou même en procédure? La procédure en cours, tout ce qui n'est pas jugé. Du coup, ça peut faire des vices de procédure. Ah bah ça peut entraîner des nullités de garde à vue, je suis d'accord. Bah ça, il y en a eu. Ah, ça fait un Ah oui, non mais là c'était... Mais la Cour de l'Assemblée plénière est allée plus loin, parce qu'ils auraient pu dire ça. Ah, ils sont allés plus loin que ça, vous verrez arrêt 15 avril 2011, Assemblée plénière, hein. De toute façon il suffit de mettre ça sur Google, on tombe dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
ils ont dit que les arrêts étaient applicables directement en droit français. Oui, carrément. Mais on peut les invoquer. On peut invoquer les arrêts dans les instances, dans les instances devant les juridictions nationales. Alors, d'un côté, on peut dire c'est très bien, hein, c'est très bien, c'est l'avancée du droit, c'est l'avancée des choses comme ça. Bon, on peut dire ça. D'un autre côté, on peut avoir des réserves. Pourquoi? Parce que ça fait quasiment des décisions de justice qui ont force de loi. Mais ces lois, elles n'ont pas été votées. Hein. Donc, c'est pas évident. Hein, ce principe n'est pas évident, mais maintenant, quand on a un problème dont on sent que ça touche une des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut vraiment aller vérifier la jurisprudence. Ah. Ensuite, c'est bon pour le moment ? Alors ensuite, il y a quelque chose d'un peu moins connu. Mais bon, il faut le reprendre, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors bon, elle a une histoire un peu mouvementée, je crois qu'elle avait été adoptée à Nice, si mes souvenirs sont bons. Et elle était contenue dans le projet de constitution européenne soumis à référendum en 2005. Mais, donc évidemment, le référendum, ça a été le non, la victoire du non, à 54-55%. Mais elle est revenue avec le traité de Lisbonne, qui, lui, n'a pas été soumis à référendum. Bon. C'est à peu près la constitution européenne, édulcorée sur certains points. Oui, je sais, c'est un peu revenir sur le résultat de référendum, mais bon. Mais en l'occurrence, il y a cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui du coup était dans le traité de Lisbonne, et donc, comme il a été ratifié, on peut l'invoquer. Alors, c'est les droits contenus dans les autres textes, hein. Ça vient renforcer essentiellement en matière de justice. Nous avons recours effectif. Élodie, c'est bon, si tu veux, j'envoie le fichier. Ouais. Le fichier n'est pas du tout... Confidentiel ? Non. J'ai aucun droit d'auteur dessus, du moment qu'il y a mon nom en bas, ça va. Voilà, donc il y a on y reviendra dessus, donc recours effectif, hein, c'est-à-dire recours effectif c'est qu'il faut effectivement avoir un vrai recours contre quelque chose, contre une situation, un vrai recours, un appel, un vrai appel, un tribunal impartial, présomption d'innocence, droit de la défense. Alors, principe de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines. 3. Droit de ne pas être jugé ou puni pénalement 2 fois. C'est-à-dire, on a pu... juste une ou 2 fois, par exemple, 2 infractions sur la même chose. Hein, ça, c'est... Non, on qualifie les choses une fois. Oui. Oui. Ça veut dire que si je vole 2 fois dans le même magasin, je vais pas être arrêté. Enfin, je comprends pas du coup. Non, c'est pas des vols... Non, parce que c'est 2 infractions de suite. Tu veux dire tu voles 2 choses dans un magasin? Non, je vole 2 fois. À distance des... 2 fois... Ouais, une fois le lundi, une fois le mardi. Ah bah c'est 2 infractions, c'est 2 infractions de vol qui accumulent d'infractions, on y reviendra. Oui, tout à fait. 2 fois du coup. Ou une fois pour les 2 infractions. Ah d'accord, ok. Voilà, question là-dessus? Parce que là on est un peu sur les bases, hein, et c'est souvent un peu complexe. Hein, Bon, alors évidemment, en dessous des textes à valeur constitutionnelle, nous avons la loi. Mais alors il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale, donc, ça c'est les textes principaux, mais pas seulement. Hein. Pas seulement. Parce que les infractions, on en trouve dans pas mal de textes. Dans le code de la consommation, dans d'autres codes. Par exemple, dans le code du sport aussi, pour tout ce qui est licence illégale.
comme ça. Alors bon, de temps en temps, j'ai prévu de faire des petites digressions sur des petites affaires personnelles. Une fois, si ça vous gêne pas, hein, j'avais été commis d'office pour une affaire de quelqu'un simplement qui était footballeur professionnel dans son pays et qui avait été envoyé à une retraite anticipée de footballeur par un joueur de l'équipe allemande, Lothar Matthaus, hein, pour pas le nommer, et donc qui avait mis fin à sa carrière, hein, ça direct. Hein. Et puis bon, il était toujours un peu nostalgique, et il voulait faire un petit peu d'entraînement comme ça. Il avait repéré des gamins qui avaient vraiment un potentiel. Donc il avait acheté un peu des trucs comme ça, et puis il leur montrait des trucs. Il leur montrait des trucs, il les formait un petit peu pour ensuite éventuellement les présenter à des clubs. Avec manque de bol, ça... Mais vraiment sans le savoir, hein, je me souviens, il était dévasté. Hein. Sans le savoir, il était devenu agent de joueur. Il faut une licence. Ah. Et donc, c'était défaut de licence. Hein. Donc là, il était vraiment pas bien. Hein. C'était... Bon. Le parquet n'a pas été chien, comme on dit. Hein. Ça s'est soldé par une composition pénale, c'est-à-dire simplement qu'il s'engageait à ne plus présenter. Ça s'est arrêté là. Un rappel à l'ordre. Rappel à la loi, on est plus dans... À l'ordre. J'ai dit un rappel à l'ordre de la part du juge. Oui, enfin, du procureur, enfin c'était du délégué du procureur. Ils lui ont demandé d'avoir une licence ou ils lui ont dit d'arrêter ça? Ah ben non, oui, ils lui ont simplement... il a signé un engagement comme quoi il s'engageait à ne plus faire ça sans licence. Ah, oui. Bon, ça m'a permis aussi, moi, de découvrir qu'il y avait des infractions dans le code du sport. Alors nous avons également donc, des lois qui constituent des véritables codes. Par exemple, toute la justice des mineurs, elle n'est pas dans le code pénal. Elle est dans l'ordonnance de 1945. Alors, il était toujours question d'un code de justice pénale des mineurs, mais alors là, c'est le serpent de mer, c'est l'Arlésienne, c'est tout ce qu'on voudra. Mais en tout cas, actuellement, on est toujours dans l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs, qui privilégie l'éducation, enfin ça. On y reviendra à l'occasion, hein, parce qu'à mon avis, cette justice des mineurs et la prise en charge même de l'enfance en danger est assez fondamentale, même pour la criminologie. Parce que